Et bonjour à vous les fans de Star Wars, les sérivores, les cinéphiles comme je dis sur ma chaîne, puisqu'on est sur une chaîne cinéma quand même à la base. On va parler aujourd'hui donc du nouvel épisode 5, donc l'épisode 5 de la saison 2 de The Mandalorian. Alors encore une fois, je fais cette vidéo en mode à l'arrache, encore une fois je tiens à préciser qu'on va faire une vidéo beaucoup plus longue, beaucoup plus analysée, beaucoup plus analytique, qui se tournera, si tout va bien, demain soir. Donc voilà, tout simplement, mais je me suis dit en attendant que j'allais vous livrer mon petit avis comme ça, rapidement. Tout d'abord, un petit mot sur le casting, parce qu'il y a du beau monde dans ce casting. En tout cas, il y a des jolis noms, puisqu'il y a Michael Biehn. Michael Biehn, c'est donc Reeves dans Terminator, et ça fait clairement plaisir de voir cet acteur. Je trouve que c'est un acteur qui a une bonne gueule, et ça fait vraiment plaisir de voir presque, je dire presque dans n'importe quel rôle, mais bon, enfin, pas abuser, si c'est mieux, enfin, si c'est un bon rôle, tant mieux, quoi. Nous avons, comment elle s'appelle, Diana Lee Innocento. Alors peut-être que ça dit pas grand-chose à beaucoup de monde. Innocento, pour ceux qui ne savent pas, c'est un grand maître américain d'arts martiaux philippins. Et en fait, c'était le meilleur pote de Bruce Lee. Dan Innocento, c'était enfin un des meilleurs potes de Bruce Lee. Hein. C'est d'ailleurs le seul qui a un diplôme de Jeet Kune Do, donc c'est le seul officiel à pouvoir enseigner le Jeet Kune Do selon Bruce Lee. Diana Lee Innocento, c'est la fille de Dan Innocento, et si elle s'appelle Lee dans son prénom, c'est aussi un hommage à Bruce Lee, puisque je rappelle que Bruce Lee était son parrain, rien que ça. Donc voilà, bon, vous me direz, ça en fait pas une bonne actrice et tout ça, mais ça fait quelqu'un qui pratique les arts martiaux quand même dans une scène de fight, c'est plutôt pas mal. Un épisode qui est un peu comme l'épisode précédent, cette fois-ci, est assez central finalement, puisque finalement il va faire évoluer l'histoire pour de vrai, hein, c'est pas un truc qui va nous faire glandasser. Même si c'est assez marrant, parce qu'on a quand même la structure de j'arrive pour voir donc le Jedi, le nom de l'épisode, le Jedi, comment pas être hypé, quoi. On découvre donc Ahsoka Tano en live action, et on arrive quand même sur un, bon, bah maintenant on va quand même régler un petit souci là, vite fait, et ensuite on continue l'histoire. Il y a quand même ce petit côté un peu quête annexe qui est toujours un peu présent, mais on va dire que ça fait partie de l'ADN de la série, donc être, comment dire ça, surpris par cela, ce serait pas avoir beaucoup regardé d'épisodes, on va dire, à ce stade-là. Mais, comme je dis, malgré tout, l'épisode fait bien avancer la trame, cette fois-ci liée au bébé Yoda, qui ne s'appellera plus désormais le bébé Yoda, qui dorénavant s'appellera, comment c'était, Grogu, un truc comme ça, Grogu, hein? Bon, bah voilà, bah, c'est son nom. Je m'appelle Grogu, c'est mon nom. Voilà, bref. On apprend des choses sur son passé, quelque chose me fait dire comme ça, vite fait, mais simple théorie de mec qui ne connaît pas grand-chose, que ça pourrait être le fils de Yoda, en fait, puisque, semble-t-il, il a été à l'Académie des Jedi quand, justement, les Jedi se sont fait massacrer, tout ça. Donc, il était présent, il était sur place, c'était un témoin, donc pourquoi pas être lié directement par le sang à Monsieur Yoda. Bon, bref, pourquoi pas. Je sais pas, je balance ça comme ça en l'air. Le personnage d'Ahsoka Tano en version live action, j'avoue que je suis pas totalement convaincu au niveau du design d'une certaine manière, même si on le connaissait déjà, mais je trouve que c'est un personnage qui fait un peu fake. Je trouve que les trucs qui lui servent de cheveux, même si c'est pas, je pense, pas forcément des cheveux dans sa race, c'est peut-être partie de son corps, je sais pas comment appeler ça, je trouvais que ça faisait un peu fake, parfois même un peu pâte à modeler, un peu la sensation qu'on en avait. J'ai pas trouvé que le rendu était vraiment super. L'actrice, je trouve qu'elle se débrouille pas spécialement bien au niveau visage et tout ça. Après, je connais pas non plus le personnage à fond la caisse, donc ça correspond sans doute très très bien au personnage tel qu'il a été créé, parce que ça tombe bien, parce que c'est Dave Filoni qui a réalisé l'épisode, et ça tombe bien parce que ce sont des personnages qu'il a créés, donc jusque-là tout va bien, hein. On va pas cracher dans la soupe à ce niveau-là. Mais j'ai trouvé que le personnage était je sais pas, il y avait des trucs qui sonnaient un peu fake, et c'était un petit peu dommage dans l'ensemble de l'épisode. Et donc on a toute la découverte avec le bébé Yoda, la découverte, je parle, les révélations sur son passé, tout ça, des moments où on voit justement qu'entre le Mandalorien et Grogu, d'ailleurs le Mandalorien il a un nom, c'est déjà quoi, c'est genre Din ou un truc comme ça, mais ils le disent jamais dans la série, c'est pour ça que je trouve que on va continuer à appeler le Mandalorien en ce qui me concerne. Il y a un petit peu de développement, mais pas non plus grand-chose, et au final, elle lui dit, bon, bah maintenant que t'as trouvé une Jedi, faut que t'ailles à un endroit pour lancer un message pour que d'autres Jedi te trouvent, parce que moi je vais pas te former, parce que j'ai vu des Jedi et c'est parti en cacahuète, et donc j'ai pas envie de te former. Tu dis, bon, bah en gros, j'ai trouvé un Jedi qui m'a rushé pour en trouver d'autres. Bon, ok, en précisant en plus, mais il y en a pas beaucoup des Jedi actuellement, donc bref, j'ai trouvé ça un peu voilà, bon, après on verra comment ça va se développer, mais sur le coup, j'ai trouvé ça un petit peu mezzo comme truc. Sinon, l'épisode, et là vous allez voir que je vais partir dans mes délires à moi, il a un côté très cinéma asiatique, avec, je pense, un côté plus cinéma chinois. Donc quand il arrive dans cette espèce de... Enfin, quand ils arrivent l'un ou l'autre des personnages devant cette grande porte avec cette muraille,
On voit vraiment que la porte a un style asiatique, ça me fait plus penser à ce que j'ai vu dans des films chinois personnellement, même la manière de donner l'alerte avec une espèce de cloche comme ça fait... Après, ça fait plus chinois, bon, ça fait asiatique, peut-être un mélange des genres, après comme c'est pas tout à fait la même chose, peut-être que je confonds un peu les cultures, là c'est pas impossible, mais vu que le personnage d'Ahsoka Tano se bat justement comme un Jedi, c'est-à-dire avec des épées, puis en sautant dans tous les sens et blablabla, ça c'est quelque chose qui est beaucoup plus proche du Wuxiapian, donc du film de sabre chinois, donc je vois vraiment une influence du film de sabre chinois sur cet épisode en règle générale. Dans la cité, il y a aussi une grosse ambiance chinoise, des fois il y a des trucs, pas visuellement, ça y ressemblait pas, mais j'avais un petit côté film de la Shaw Brothers, vous savez, le petit pont sur le truc avec de l'eau, enfin tout ça, bref, ça m'évoquait ce genre de film, pas de bol, j'adore ça. Et ensuite, il y a le combat justement entre le personnage d'Ahsoka Tano et le personnage interprété par Diana Lee Santos, qui, comment elle s'appelle, j'ai oublié son nom, c'est Diana Lee Santos, pardon, excusez-moi, qui... lui, par contre, si vous voyez, il est très peu aérien, il y a très peu de sauts dans tous les sens, etc. C'est très très sobre. Et en fait, là, on reconnaît tout de suite la patte. On essaye de revenir à un combat type film japonais. Sobre, avec du bruit clang clang, les épées, mais on saute pas dans tous les sens. Genre, je crois qu'à un moment donné, il y a le personnage d'Ahsoka Tano qui fait une pirouette ou un truc comme ça, mais à part ça, c'est un combat super sobre. Si vous vous souvenez, dans la trilogie originale, le premier combat entre Obi-Wan Kenobi et Dark Vador était un combat qui essayait d'imiter les films japonais, donc ce côté un peu sobre, et que certains qualifient de chiant. Et ben là, j'ai eu un peu cette sensation aussi. C'est-à-dire, alors qu'on a un épisode où le personnage, justement, d'Ahsoka Tano bondit dans tous les sens, elle fait plein de trucs, bah là, elle fait un combat au sol, poum poum, techniquement, c'est pas ouf, la tension est pas totalement là. Au niveau du cinéma japonais, une petite parenthèse, ce qui fait qu'on aime ces films, certes, c'est la sobriété, très westernienne d'ailleurs, western, cinéma japonais, Star Wars, Mandalorian, là-dedans on remélange un peu tout ça. Mais c'est sobre, mais c'est pas chiant, parce qu'il y a une tension qui se dégage, il y a une tension dramatique, il y a quelque chose de fort là derrière. Et là, le problème, c'est comme si une petite histoire, ça manque un peu de tension, et le combat en lui-même, on va pas se mentir, il est pas oufissime, c'est des petits échanges assez faciles. En plus, ils ont fait venir une actrice qui à la base est quand même, je veux dire, elle a son académie d'arts martiaux, je veux dire, c'est pas Tonton la bavure, hein. Tonton la bavure, je viens d'inventer ça. Peut-être ça doit exister juste de longtemps. Bref, je veux dire, et on a un combat qui est un petit peu trop sobre. Pendant ce temps-là, on a le Mandalorian qui, lui, en mode western, est face à Michael Biehn, et ça fait vachement plaisir. Donc, comme je disais, on remélange un petit peu tout ça. L'influence chinoise d'un côté, l'influence japonaise, l'influence western italien, tout ça se mélange. Et comme c'était déjà le cas à l'époque, hein, ce sont des genres qui se sont alimentés les uns les autres. On retrouve tout ça dans cet épisode. Donc, mon côté fan de cinéma asiatique et western italien, comme vous savez, ce sont des genres que j'apprécie beaucoup, et ben il est très satisfait et très content de tout ça. Et comme en plus, l'épisode, c'est un épisode qui avance dans l'histoire, qui propose quelque chose, à l'arrivée, je suis plutôt satisfait. Au niveau de la mise en scène, il y a des trucs que j'ai trouvé un petit peu plus mezzo. Par exemple, le début de l'épisode, pas convaincu, déjà parce que j'étais pas convaincu par la version live action d'Ahsoka Tano, je trouvais que ça faisait très fake. Et pas convaincu non plus au niveau de la mise en scène et tout ça. J'étais un peu resté sur ma faim. D'ailleurs, la mise en scène en elle-même n'est pas forcément ouf, mais la série... l'épisode s'en sort grâce justement à la beauté de ses visuels et le fait que ce soit pas juste des décors, ce soit des décors qui évoquent quelque chose, une culture et tout ça, et donc pas seulement des décors qui ressemblent à de l'asiatique, mais aussi que ça se retrouve dans la manière dans le scénario et dans les situations qui se présentent. Voilà, ça c'est en ce qui me concerne, c'est là que j'ai réussi à prendre un petit peu mon pied, mais la mise en scène en elle-même, je l'ai pas trouvée folle. Petite question pour les fans, s'il vous plaît, même si après l'épisode 9, tous les fans sont en PLS à ce niveau-là. Ahsoka Tano a des sabres laser blancs. Quelle est la signification du sabre laser blanc? J'en ai aucune idée. Peut-être que là, justement, il y a une partie de l'explication sur le pourquoi elle refuse le Grogu, pardon, le petit Yodounet, d'accord. Peut-être que là, il y a une raison par rapport à son stade d'évolution, par rapport à là où elle en est. Je compte sur vous, s'il vous plaît, aidez-moi dans les commentaires pour ça, parce que sinon, moi, je vais être largué. Comme j'ai dit, l'épisode 9 avec le coup du sabre jaune qui devient autre chose. Et voilà, quoi. Je compte sur vous, s'il vous plaît. N'hésitez pas à me le dire. En gros, et pour faire simple... vous savez en gros ce que j'ai dit, un épisode très plaisant, un épisode qui fait avancer l'histoire, un épisode qui fait des références cinématographiques que j'aime bien, donc forcément je suis dedans. Un épisode qui reprend, ça j'ai oublié de le dire, qui reprend assez peu des situations de la trilogie originale, ce qu'on a critiqué un peu dans les derniers épisodes. Là, j'ai pas cette sensation. Cependant,
un peu comme il y avait eu l'épisode 3, je crois, de la saison 1 qui reprenait les 7 samouraïs. Je me suis demandé si cet épisode reprenait aussi une schématique d'un autre film que je ne connaîtrais pas, donc ça aussi, s'il vous plaît, hein, les fans, hein, parce que peut-être que c'est un film asiatique que j'ai pas vu, je fais genre, ouais, c'est chinois, c'est japonais, c'est machin, puis peut-être que celui-là, je l'ai pas vu, et puis, donc je compte sur vous, s'il vous plaît, aidez-moi, si c'est le cas. Et donc, il y a un épisode utile qui fait avancer l'histoire, sans non plus être, comment dire ça, grandiose dans ce qui fait avancer. Enfin, si, quand même, ça avance quand même pas mal à un certain point, mais je veux dire, on a encore cette petite quête annexe et tout ça. Bref, un épisode que j'ai beaucoup aimé, un épisode qui se regarde avec beaucoup de plaisir, et on se réjouit pour la suite, tout simplement. Bon, bah, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je sais que ce genre de vidéo au niveau partage, c'est pas trop ouf, parce que voilà, mon fond vert qui sont mes rideaux, c'est pas oufissime, mais n'oubliez pas le like, le partage et les discussions en bas dans la joie et dans la bonne humeur, dans le partage pour essayer de comprendre un petit peu mieux tout ça. Par exemple, ce que j'ai dit, le fait que ce soit peut-être un film asiatique que j'ai pas vu, honte à moi. Shame on me. Donc voilà, je compte sur vous, merci beaucoup. Et puis si vous voulez partager, partagez-la, c'est pas plus mal. Allez, portez-vous bien, ciao tout le monde.